Hello et bienvenue sur Parole de bipolaire, le lieu d'échange autour de la bipolarité. Aujourd'hui, on a la chance d'être avec Anna et bah, je te laisse te présenter, Anna. Salut, moi c'est Anna, donc j'ai bientôt 30 ans. Je suis psychologue de formation et aussi concernée par un trouble bipolaire. À la base, quand j'étais psychologue, j'ai vraiment eu de la difficulté quand le diagnostic de bipolarité est arrivé, car je me suis vraiment demandé comment concilier ces deux casquettes. Et en fait, c'est vrai que la Maison Perchée m'a vraiment permis de valoriser chacun de ces aspects, et l'aspect théorique que j'ai pu apprendre durant mes études et l'aspect expérientiel que j'ai pu apprendre durant mes hospices. Du coup, voilà. Trop cool. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur bah, ce que tu fais chez la Maison Perchée et qu'est-ce que c'est que la Maison Perchée? Donc la Maison Perchée, c'est une communauté d'entraide entre des jeunes qui ont des troubles psychiques, donc des jeunes entre 18 et 40 ans qui ont des troubles psychiques du type bipolarité, schizophrénie et troubles borderline. Donc, le but, c'est que c'est un endroit non médicalisé, ce qui ne veut pas dire qu'on est anti-psychiatrie, mais que juste au sein de la Maison Perchée, il n'y a que des personnes qui sont concernées par un trouble psychique ou des proches ou du grand public. Mais voilà, il n'y a pas de professionnels de la santé mentale. On n'a pas de suivi psy, etc. Donc, tout est essentiellement basé sur de la paire-et-danse. Donc, la paire-et-danse, ça s'écrit P-A-I-R et pas P-E-2-R, P-E-R-E. Enfin, c'est pas l'aide d'un père. Qu'est-ce qu'on m'a sorti d'autre? Père et danse. Ah ouais, un père qui danse. Enfin bref, ce n'est pas ça. Il s'agit de l'entraide entre pairs. Donc, c'est des personnes qui te ressemblent. Et en fait, le fait de se ressembler dans les vécus et le fait qu'il y ait des personnes qui puissent vivre quelque chose de proche, ça fait que bah, on peut se comprendre et on peut s'aider à partir de ce rapprochement de vécu et d'écho entre différents parcours de vie. Ouais, c'est trop stylé. C'est un concept qui est tellement essentiel. Enfin, en tout cas, je pense que là-dessus, on est à peu près d'accord et notamment dans l'acceptation. Justement, enfin parce que tu me fais une intro parfaite sur la pérédance, mais quelle est, toi, ta définition? Parce que je trouve que selon à qui on parle, on va mettre différentes choses dans la pérédance. Il y en a qui vont mettre plutôt les groupes de parole, il y en a qui vont mettre autre chose. Comment est-ce que toi, tu définirais ce que c'est, dans l'ensemble? Donc moi, je suis responsable de la communauté des pères aidants. Donc je fais le recrutement, la formation et l'accompagnement des pères aidants. Donc c'est un petit peu comment recruter des personnes qui sont un peu plus avancées dans le chemin du rétablissement, qui ont beaucoup appris, qui ont vraiment construit ce qu'on appelle un savoir expérientiel, c'est-à-dire qu'on vit de manière brute. Savoir expérientiel, c'est comment élaborer ce vécu brut pour en faire un savoir qu'on peut partager. On a pris de la distance par rapport à ça et on peut le partager sans que être encore nous-mêmes à fleur de peau. Il y a des gens qui appellent les pères aidants les ambassadeurs de l'espoir. Et moi, j'aime bien ce nom parce que voilà, c'est vrai que c'est des personnes qui donnent espoir à un moment où on perd un peu espoir. À la Maison Perchée, il y a plusieurs actions que font les pères aidants. Ils animent des groupes de parole qu'on appelle des perchoirs. Ils font des nids qui sont des échanges en one-to-one. Et en fait, on s'est rendu compte que la pérédance, elle était dans plein de moments différents. En fait, même quand il y a quelqu'un qui fait l'accueil et qui présente la Maison Perchée, les gens, ils ont envie tout le temps de parler à quelqu'un de concerné. Et en fait, voilà, la pérédance, bon, bah, il y en a qui sont plus rétablis que d'autres, mais en fait, sachant que ça veut rien dire d'être plus rétabli que d'autres, parce qu'en fait, on est tous, le rétablissement, c'est tellement pas linéaire que, voilà, parfois on va mieux, parfois on va moins bien. Et parfois, les pères aidants deviennent après des pères aidés. Et voilà, c'est vraiment ce côté fluctuation, ça fait partie des troubles psychiques. Et en tout cas, moi, dans mon accompagnement, j'essaye vraiment de dire à la personne durant le recrutement, enfin voilà, aujourd'hui, tu as envie de t'engager dans la père aidance. Déjà, c'est pas un engagement ad vitam aeternam et c'est normal qu'il y ait des moments où tu ailles moins bien. Enfin, voilà, ça fait partie du côté chronique de notre trouble. Et toute rechute est un apprentissage aussi. Et voilà, et en fait, la pérédance, ça fait partie du parcours de rétablissement. Dans le sens où il y a un moment dans ton rétablissement où tu as beaucoup vécu, tu as beaucoup appris, toutes les chutes que tu as eues, tu t'en es ressorti plus fort. Et en fait, la pérédance, je trouve qu'il y a vraiment quelque chose de l'ordre de comme si tu t'aidais toi, la personne, quand tu n'étais pas bien. Enfin, il y a un truc comme si c'était une boucle
de j'ai envie d'aider la personne que j'étais au début. Donc à la fois, bien sûr, voilà, c'est un acte altruiste, bien sûr, parce que l'objectif, c'est quand même d'aider d'autres personnes, mais il y a aussi quelque chose de l'ordre de la réparation. C'est pour ça qu'on dit que ça fait partie du parcours de rétablissement. C'est que ça fait partie du rétablissement de pouvoir faire cette boucle, de prendre soin de soi quelques mois, années plus tard. Clairement ça, en fait, je trouve que c'est intellectuellement, tu le vois à partir du moment et c'est dans tous les domaines où tu arrives à expliquer quelque chose à quelqu'un et potentiellement le former et l'aider, ça veut dire que tu maîtrises toi-même bien le sujet et ça te permet justement de mieux le maîtriser et de mieux comprendre comment le faire. Et c'est le même concept, en fait, c'est non, non, c'est clairement ça, et c'est vrai, moi, je suis vraiment d'accord avec ça, que ça fait vraiment partie du parcours de rétablissement, même si le rétablissement, je trouve que c'est un beau mot, mais je trouve ça tellement compliqué, enfin, tu as vraiment des étiquettes qui sont différentes. Moi, je le perçois et je suis curieux d'avoir après ta définition, mais c'est grosso modo, d'être, heureux dans sa vie, d'être épanoui et d'atteindre un peu ses objectifs, ses rêves, quoi. C'est pour moi, c'est vraiment ça, c'est même pas lié à quelle est l'intensité de tes phases ou quoi, c'est enfin, je sais pas comment toi tu le définis justement, Anna? Bah, déjà, le rétablissement, c'est vrai que je le définis comme vivre bien avec. Enfin, c'est un peu ce que tu disais par rapport à, voilà, être heureux, continuer à faire des projets. C'est le fait que, bah, tu acceptes déjà que tu vas vivre avec ce trouble et que c'est quelque chose moi, je le vois vraiment, comme, domestiquer un animal de compagnie et je sais qu'en fait, c'est une métaphore, l'animal de compagnie, qui est fait dans plein de dans plein de BD. Enfin, voilà, on voit dans Goupil Face ou même il y a une un petit clip, attends, c'est quoi? C'est dans Word de WHO, je sais plus comment ça s'appelait. World Organization, bon, ce sera je sais plus. Mais en gros, ça s'appelle I had a black dog, his name is depression. Et c'est hyper bien fait sur le côté, sur l'image qu'on donne au trouble, qui est genre un animal qui au début est très sauvage, qui te ravage ta vie. Et en fait, pour moi, le rétablissement, c'est comment domestiquer cet animal pour que bah, tu continues à vivre avec, mais il ne ravage plus ta vie. Et il soit, enfin voilà, une composante, mais juste tu lui donnes la juste place pour que ce soit quelqu'un qui, certes, est présent, mais ne va pas prendre le contrôle de ta vie. Donc c'est vraiment, bah, il y a toute cette notion d'empowerment, de genre continuer à garder les rênes de ta vie et que tu. Enfin voilà, c'est apprendre à vivre bien, quoi. Ouais et c'est vrai que cette BD, j'en ai beaucoup entendu parler, c'est Goupil et Goupil en c'est quoi? Goupil OK. ou face, en gros, Je l'ai vu. de Lou Luby, qui a vraiment vachement marqué et parlé, parce que c'est en gros, elle parle au début, elle parle du fait qu'elle a enfin voilà, que parfois elle pète un câble, que parfois elle est hyper heureuse, parfois elle est au fond du gouffre. Et en fait, elle s'est rendue compte qu'elle avait un renard à l'intérieur d'elle qui, c'était lui qui run the world. Enfin, c'est lui qui dirigeait complètement sa vie au moment où on lui a dit, voilà, en fait, ton renard, ça s'appelle de la cyclothymie, en fait, elle comprend que, ok, d'accord, en fait, c'est pas moi qui suis tarée, c'est juste, il y a quelqu'un qui vit en moi et qui ravage un peu, et genre, au lieu de le jeter dehors, parce qu'en fait, c'est pas possible, ça fait partie de soi, bah, comment tu fais pour le domestiquer et que, voilà, ce soit un bon animal de compagnie, quoi. Mais voilà, en fait, je trouve ça trop intéressant le fait que ce côté animal de compagnie, ça a vraiment été hyper utilisé et je trouve que c'est une trop bonne métaphore parce que ça permet de. Parce que généralement, on dit genre, oh, t'es fou ou t'es bipolaire et t'es tatata. Et en fait, le fait genre, de voir ça comme un animal, c'est vraiment genre, c'est une cohabitation. Genre, je ne suis pas bipolaire, c'est que je vis avec ça, en fait, comme je vis avec un animal de compagnie. Et ça permet vraiment de donner une juste place à ce trouble qui ne va pas me résumer entièrement, mais qui va être juste une partie de soi. Enfin voilà, je trouve que c'est vraiment une bonne image qui permet de donner la juste responsabilité à la personne et la juste responsabilité à la maladie, quoi. Ouais et c'est vrai que c'est important et tu parles de responsabilité, mais enfin, personnellement, je suis persuadé qu'on est aussi responsable et je trouve que c'est vraiment important de le dire dans le sens où, j'aime moins le discours de: «C'est pas de ma faute, c'est parce que» et en fait, OK, entre guillemets, mais c'est pas mal, le côté, animal et cetera donc, tu es en partie responsable, quoi.
Tu pas peut-être 100 responsable, mais tu as un peu ce côté, je sais pas comment tu vois les choses, mais vraiment de responsabiliser un peu tout le monde et de se dire, bah, en fait, j'ai une action, je peux mettre en place des choses et c'est pas quelque chose qui va me gouverner, c'est quelque chose que je peux apprivoiser. Mais en fait, c'est vraiment pas mal comme, métaphore. Je de la lis cette BD, mais vraiment. Non, je suis d'accord sur le côté responsable. Bah, c'est comme de la même manière que tu es responsable de ton animal de compagnie, en fait. S'il commence à genre ravager un endroit dans lequel tu vas, bah, c'est à toi en fait de le domestiquer. Si tu sens que en fait il est encore trop sauvage pour être sorti, bah tu vas pas le sortir dans. Enfin, genre je pense que c'est important de se dire bah oui, ça fait partie de nous. Donc, mais c'est pour ça que c'est important de se faire traiter, c'est important de se faire accompagner, c'est important de prendre conscience que bah, pour le moment, quand t'es pas encore un peu plus avancé dans le chemin du rétablissement, bah, c'est encore quelque chose de très sauvage, donc il faut faire attention. Et c'est sûr que quelqu'un qui fait une grosse rupture de traitement et qui arrête tous les suivis, etc., bah, c'est pas responsable parce qu'en fait, genre, tu vis avec un animal sauvage, donc tu peux pas lui enlever. Ouais, c'est clair que tu es responsable de ça. Après, c'est sûr que bah, quand tu viens de découvrir que tu as un animal, moi par exemple, avant même de savoir que j'avais ce trouble, tu sais pas du tout que tu as ça en toi. Et du coup, tu surfes sur la phase maniaque et tu fais n'importe quoi. Là, pour le coup, la responsabilité, je pense que c'est plus compliqué de se dire que tu es responsable de ça quand tu sais même pas que tu as ce truc-là. Mais c'est vrai que plus tu avances et plus tu sais que tu vis avec ça, plus en effet, tu as la responsabilité de te traiter et de faire en tout cas le maximum pour s'accompagner au rétablissement, quoi. C'est ça et je trouve que c'est tellement essentiel aussi de garder ce côté où tu as ta maîtrise et tu peux, et tu es vraiment au cœur de ce qui se passe. Et ça, tellement la base, mais au final, c'est pas si commun que ça. Enfin, ça peut arriver, hein, que le psychiatre pense que c'est lui qui est responsable de toi et que ou c'est lui qui va par les médicaments, alors que non, en fait, c'est toi qui gères et après, bien sûr que, tu vas avoir des gens qui vont t'aider à gérer ton animal de compagnie, quoi. Et ça, c'est vraiment cool et notamment des pères aidants. Pour revenir un petit peu à la pérédance, comment est-ce que tu fais pour matcher les gens? Parce que, tu sais, tu as quand même des profils qui sont un peu différents et tu as toujours des liens crochus qui sont avec certains et pas avec d'autres. Enfin, je suis curieux comment tu fais pour matcher justement? Alors, en gros, le matching, il se fait surtout au niveau des nids, quand les personnes, elles demandent un one-to-one avec quelqu'un. En fait, il y a des personnes qui viennent, qui font un peu une présentation de eux, ce qui les amène ici, de quoi ils ont envie de parler, c'est quoi un petit peu leur profil, entre guillemets, genre qu'est-ce qu'ils ont envie de venir chercher, quels sont les sujets sur lesquels ils ont envie de partager. Et en fait, les pères aidants, ils voient cette description et en fonction de ce qui leur parle, ils choisissent telle personne, telle personne, telle personne. Donc, en fait, c'est plus un matching du côté du père aidant et à partir d'un texte. Après, c'est sûr que, voilà, enfin, il y a des matchs qui se font, il y a des matchs qui se font pas. Il y a des personnes qui demandent plusieurs nids pour pouvoir parler à plusieurs pères aidants. Déjà, de toute manière, ce qui est sûr, c'est que nous, on accompagne les troubles bipolaires, schizophréniques et borderline. C'est sûr qu'il y a déjà un matching qui se fait au niveau des troubles, quoi. Enfin, voilà, troubles bipolaires, match avec troubles bipolaires, schizophrénie, borderline. Et après, au sein de ces trucs, il y a toujours des trucs plus particuliers, par exemple au niveau addiction, au niveau trauma. Enfin voilà, il y a des vécus plus particuliers qui peuvent se faire écho entre eux. Mais c'est sûr que ça part à partir de cette description et de ces grands troubles que les personnes, les pères aidants choisissent ce qui OK. peut. Et justement, enfin, comment ça se passe par rapport à la maison perchée? Parce que le concept de nid est hyper, cool et comment ça se passe? Il faut aller sur le site internet, donc il faut écrire une description. Tu peux nous expliquer un peu comment faire? Maison Perchée, en gros, c'est un lieu qui, à la base, c'était en ligne. Ça fait c'est 2 ans qu'on était essentiellement en ligne. Là, on vient d'ouvrir notre lieu 59 avenue de la République. Donc, c'est le premier lieu qu'on a À ouvert à Paris, Paris. faut préciser. Oui, c'est le premier lieu qu'on a ouvert à Paris. L'objectif, c'est de pouvoir ouvrir par la suite. Le prochain va être à Marseille. Bon, c'est encore dans quelques temps. Bon, après, ce podcast, j'imagine, je ne sais pas dans quelle temporalité. Aujourd'hui, on est le 5 mai 2023. Donc, pour le moment, il n'y a encore qu'un seul lieu. Euh, du coup, voilà, le projet, c'est que pour le moment, on a ces deux espaces, et en ligne et en présentiel. Si tu n'es pas à Paris, tu peux venir sur le site
et tu peux faire une demande pour rejoindre la canopée. Donc la canopée, c'est la communauté d'entraide de la Maison Perchée. Donc les différents critères, c'est avoir entre 18 et 40 ans, concerné par un trouble bipolaire, schizophrénie ou borderline, et en chemin vers le rétablissement. C'est-à-dire que vu qu'on est un lieu non médicalisé, les situations de crise, c'est compliqué pour nous à accompagner. Du coup, voilà, on intervient vraiment après la crise, quand la personne, elle se sent à même de rejoindre une communauté. Après, les nids, c'est un truc parallèle. Tu n'es pas spécialement dans la communauté, c'est un petit peu la première porte d'entrée. Et là, pour le coup, tu vas sur le site et tu demandes un nid. Donc, le nid, c'est un échange individuel pendant 45 minutes avec un père aidant. Et si tu as envie de rejoindre la communauté, tu demandes de rejoindre la canopée. Et puis, il y a un formulaire à remplir avec quelques questions. Et puis après, tu as un entretien avec quelqu'un qui permet de déjà te rencontrer et de te donner accès à la communauté et en ligne et en présentiel avec des activités, des ateliers, des groupes de parole, etc. Ouais, je mettrai les liens. On parle assez rapidement des groupes de parole, mais sans bien définir ce que c'est. Le principe, de toute façon, je vais le répéter comme ça, je te laisse souffler un peu, mais c'est vraiment de permettre à des personnes qui sont concernées souvent par la même pathologie, de pouvoir échanger ensemble sur leur vécu et pouvoir s'entraider et s'écouter afin de comprendre bah, tout simplement qu'on n'est pas seul, que d'autres personnes sont passées par là. Et j'aime bien aussi le côté espoir, enfin même Upstage, c'est les étapes de l'espoir en fait, donc ça fait vraiment partie du truc. Et justement, pour les groupes de parole, est-ce que tu peux nous dire comment vous, ça se passe? Et justement, quels sont les avantages de rejoindre un groupe de parole? Alors, les objectifs d'un groupe de parole, déjà, les perchoirs, c'est des groupes de parole fermés, donc c'est toujours les mêmes personnes. Donc, l'objectif numéro un, c'est déjà de créer des micro-communautés dans la communauté. C'est-à-dire que la communauté de la Maison Perchée, là, aujourd'hui, le 5 mai 2023, on est 300. On est 300 dans une communauté, en fait, c'est compliqué de trouver sa place. Donc, en fait, les perchoirs, ça permet de créer des petits groupes où il y a 6 personnes et 2 co-animateurs. Et donc, on se retrouve pendant 3 mois, toutes les 2 semaines. Donc, il y a vraiment un esprit d'équipe qui se crée, en fait. On se retrouve toujours les mêmes. Et en gros, il y a des thèmes. Les thèmes, c'est comment je reçois le diagnostic, comment je vis la stigmatisation de ce diagnostic, est-ce que je m'auto-stigmatise, comment j'en parle à mes proches, ma famille, mes amis, comment j'en parle dans ma vie professionnelle, quelle place ça a dans ma vie professionnelle, quelle place ça prend aussi dans ma vie amoureuse, mes projets d'avenir, mes ressources. C'est un petit peu les thèmes qui sont abordés durant les 6 séances de perchoir. Et voilà, et après, on reste en contact. Et pour le moment, les perchoirs sont essentiellement en ligne. Et en fait, pour nous, la partie en ligne, elle est centrale parce que voilà, on ne peut pas tout centraliser sur Paris, sur le lieu. Et c'est hyper important pour les personnes qui n'ont pas accès justement et au lieu et de manière générale à un accompagnement psy de qualité. C'est important de pouvoir continuer tout ce qui est en ligne, quoi. Ouais, et puis, enfin, je trouve qu'on ne le dit pas assez, mais c'est aussi par simplicité d'utilisation et c'est vrai qu'en termes d'organisation, en termes de coûts, enfin, tu vois, on est toujours un peu dans ce côté bisounours à se dire, ouais, c'est génial le physique, mais c'est compliqué. C'est-à-dire qu'il faut avoir des lieux, qu'il faut payer, qu'il faut aménager. Enfin, le distanciel, ça a quand même énormément d'avantages, même si bah, je sais que vous faites justement des choses en présentiel aussi, et notamment des events. Je suis curieux de savoir comment vous vous organisez justement, parce que, enfin, en termes justement de structure, notamment parce que bah, nous-mêmes, en plus, on est concernés par les tout petits. Donc, enfin, par exemple, enfin, moi, je suis déjà venu à la Maison Perchée et c'est trop cool comme endroit. D'ailleurs, je vous recommande vraiment d'aller faire un coup d'œil. Enfin, c'est trop cool. Et par exemple, vous avez fait le choix de ne pas avoir d'alcool. Et quelles sont les règles justement que vous avez mis en place pour que tout ce beau petit monde puisse bah, s'entraider de manière positive? Parce que je trouve qu'il y a un truc dont on parle entre guillemets trop peu, c'est les relations et l'influence que vont avoir les autres autour de nous. Personnellement, en tant que personne bipolaire, où ça a été essentiel de pouvoir se dire, en fait, j'ai des potes qui font des activités comme le fait de sortir en boîte et des choses qui correspondent pas obligatoirement à ce que moi je peux faire avec des risques similaires. Et Mmh. également, il y a ce côté où le fait de s'entourer de personnes qui vont avoir une hygiène de vie
souvent similaires à celles qu'on doit avoir, aident énormément. Et ça, je trouve que, tu sais, c'est un peu tabou, je sais pas comment dire, mais dans le sens où si jamais, tu bois de l'alcool tous les soirs et tu vas, entre guillemets «dans un bar», bon, tu beau faire tout ce que tu veux à côté, ça va être compliqué, on va dire. Et comment vous faites justement au niveau des événements pour, garder ce côté vraiment entraide et positif au niveau de l'hygiène de vie? Sachant que les rassemblements, il y a un peu ce côté où des fois tu te dis: «Ah ouais, mais c'est trop cool, c'est le moment de justement de prendre une bière», enfin, je suis curieux de savoir comment vous vous organisez par rapport à ça. Après, il y a un truc, à la Maison Perchée, c'est assez simple dans le sens où on n'a encore jamais fait vraiment de nocturne. Enfin voilà, on n'a jamais fait encore d'événements, le soir, où les personnes sont amenées à boire de l'alcool ou quoi. Niveau alcool, on a, des ginger beer, on a des trucs où les gens, ils peuvent avoir l'impression de boire de l'alcool. Ça a été assez simple, en fait, de proscrire, l'alcool. Enfin voilà, c'est pas, je pense que quels que soient les événements, même si on fait des événements le soir, enfin voilà, on n'est pas un lieu de gros stuff. Enfin voilà, c'est plus un lieu où les gens ils se retrouvent, ils ont envie vraiment que ce soit une safe place. Après, ce qui est hyper important, c'est que on est vraiment en train de faire un travail de charte, voilà, justement, ce que tu poses comme question sur le cadre, c'est un truc hyper important et qui est en train vraiment d'évoluer en fonction du vécu du lieu, du vécu de l'asso. Et ouais, on essaye vraiment de poser un cadre pour que les gens s'engagent, se sentent responsables, que nous aussi on s'engage à des choses. Enfin, voilà, on dit voilà, à quoi les canopiens s'engagent, à quoi les pères aidants s'engagent, à quoi l'équipe de la Maison Perchée s'engage. Et en fait, il y a vraiment plusieurs types de cadres. Déjà, en fait, toujours partir du principe que on est une communauté de personnes qui ont des fragilités, en fait, et qu'on est tous responsables, pas que les pères aidants, enfin déjà les pères aidants, la Maison Perchée. En fait, tout le monde est responsable du fait que ne pas aborder des sujets qui peuvent être un petit peu, enfin voilà, qui peuvent déclencher un peu des réactions vives. Enfin voilà, en fait, tous être responsables les uns des autres du fait que voilà, on est tous dans le même bateau et en fait, il y a des choses qui sont sensibles. Par exemple, voilà, le fait de faire l'apologie de l'arrêt des médicaments, par exemple, bah, c'est dangereux en fait. Quel que soit, enfin, qui que tu sois père aidant ou même que tu viennes d'arriver dans l'assaut, la question des médicaments, c'est vraiment quelque chose qu'on essaye d'énormément cadrer parce qu'on sait bien que bah, la rupture des médicaments, c'est la cause numéro un de rechute et que ça peut être hyper grave. Donc, n'importe qui encourage à ça, bah, c'est pas possible. Donc, voilà, je prends l'exemple des médicaments parce que c'est un truc on est beaucoup questionné, même les pères aidants sont questionnés, enfin, toutes les personnes qui sont un peu des ambassadeurs de l'espoir, entre guillemets, on leur demande c'est quoi ton traitement magique? Et voilà, donc du coup, on doit à chaque fois expliquer, voilà, enfin, en fait, la pharmacologie, c'est vraiment l'affaire du médecin, psychiatre, du coup, tu dois voir avec lui. Nous, on peut parler du concept de prendre des médicaments, mais déjà, voilà, ne pas faire l'apologie de la réalité des médicaments et on ne peut pas parler des molécules en particulier. Donc voilà, c'est des Mmh. cadres qu'on essaye de mettre vraiment pour, préserver vraiment les sensibilités de chacun et c'est vrai que dans une communauté, c'est hyper compliqué ce truc-là. Il y a aussi quelque chose sur lequel on est vraiment en train de travailler en ce moment. Au début, on disait, voilà, ce qui se passe à l'extérieur de la Maison Perchée, on n'en est pas responsable. Donc c'est comme ça qu'on essaie un peu de se dédouaner de: «Voilà, si vous voulez prendre de l'alcool entre vous, vous pouvez y aller, mais en fait, nous, on n'est pas responsables. Si vous voulez vous, faire des trucs entre vous à l'extérieur, vous pouvez, mais alors nous, on n'est pas responsables». Et en fait, là, on est en train de faire quand même un travail bah, certes, on n'est pas responsable de ce qui se passe à l'intérieur, mais en fait, à partir du moment où c'est nous qui avons fait rencontrer ces personnes-là et que c'est dans le cadre de la Maison Perchée, en fait, que même si on n'est pas responsable parce qu'on ne peut pas être présent, on ne peut pas genre vérifier ce qui se passe, ce qui se dit, voilà, juste en fait qu'on devienne une safe place pour que les gens, si ça ne va pas, qu'ils puissent venir nous parler et qu'on puisse pas forcément intervenir, mais juste être un endroit où on peut parler et on peut enfin voilà, être un endroit safe, quoi. Et c'est vrai que là, en ce moment, on a plusieurs retours. Il y a des relations amoureuses qui se passent et qui ne se passent pas bien. Il y a des relations amicales qui se passent mais qui ne se passent pas bien et qu'il il y a beaucoup de débordements émotionnels les uns sur les autres. C'est le principe d'une communauté d'entraide, je pense. On essaye en sachant qu'il y a, voilà, il y a des choses sur lesquelles qu'on ne peut pas avoir de vue dessus. Voilà, c'est sûr que, par exemple, il y a des soirées qui se font avec beaucoup d'alcool alors qu'il y a des gens qui ont des addictions, bah, c'est pas de notre ressort vu qu'on n'a pas c'est pas chez nous que on n'a pas accueilli ça. Mais en tout cas, voilà, les gens, ils puissent, venir nous en parler si on peut aider. Mais c'est vrai que c'est compliqué de se dire: «OK, jusqu'où on est responsable, quoi». Ouais, mais c'est intéressant, tu vois? Parce que, je me suis posé des questions un peu similaires
sur, notamment les médicaments, l'apologie de l'arrêt des médicaments et ça, c'est clairement, on s'est posé la question, dans notre communauté et on a dit, en fait, qu'au final, on a choisi de bannir la personne qui le faisait beaucoup trop. Parce que, parce qu'en fait, même si pour cette personne et ça peut se comprendre, hein, dans un contexte particulier, après, des années de stabilité, ça peut se comprendre, mais beaucoup trop, dangereux de le dire de manière publique et de faire cette apologie-là et je pense qu'on le répétera jamais assez, mais prendre des médicaments, c'est un peu la base, avant d'avoir des années et des années et des années d'expérience et surtout, ça doit se faire de manière accompagnée, enfin mais et c'est d'ailleurs intéressant parce que je trouve que ça fait partie presque de l'acceptation et même de la pérénance. Le fait d'en parler avec d'autres et de se rendre compte que, la plupart des gens qui justement sont rétablis, arrivent à bien gérer leur vie, c'est des gens qui prennent des médicaments. Et pareil sur, tout ce qui est utilisation de tu parlais de l'alcool, mais c'est pareil et ça, c'est intéressant dans la pérénance parce que tu es dans le concret, tu es dans l'expérience et c'est pas du discours de ça a été théorisé par des médecins avec une étude qui date des années 90, parce que ça, des fois, ça te touche moins, mais quand tu vois les faits et quand tu vois les personnes qui sont rétablies, tu te dis: «Ah oui, donc il prend des médicaments, il prend pas beaucoup d'alcool, voire même pas du tout d'alcool» et du coup, ça aide te rendre compte. Mais c'est un sujet aussi de la liberté et je en fait, je trouve qu'il y a différents courants et je suis assez étonné, notamment dans beaucoup de structures, notamment les cliniques. Pour pouvoir accéder à une clinique, il faut avoir une lettre de son psychiatre et en fait, ils mettent en place une barrière à l'entrée parce qu'ils ne souhaitent pas, prendre la responsabilité de, comportements inappropriés ou même de cas extrêmes et à côté de ça, il y a l'ouverture totale, qui a ses avantages et ses défauts. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus de débordement et mais en même temps, il y a un peu cet entre-deux. J'ai l'impression que c'est ce que vous avez choisi à la Maison Perchée. Je suis curieux d'avoir ton avis, justement. J'ai pas compris le juste milieu Par entre rapport quoi à et quoi? l'intégration de nouveaux membres, par rapport à quels critères font qu'une personne est plus ou moins rétablie ou est sur le chemin du rétablissement? Il y a ce côté où, je trouve que c'est un sujet très complexe parce qu'il y a d'un côté, je pense que tu connais Nicolas Rintaud, mais il y a ce courant de dire, en hôpital, il faut faciliter l'accès, il faut limiter justement la lettre du psychiatre pour venir, et justement discuter avec un psychiatre en hôpital, parce que l'objectif, c'est quand même que la personne ait accès rapidement à une aide pour éviter que ça s'empire. Et en même temps, il y a encore beaucoup ce courant qui est de dire: «Ah mais non, nous, on accepte uniquement des personnes si jamais ils ont une lettre de leur psychiatre», ce qui fait que les délais d'attente sont beaucoup plus longs et donc le temps nécessaire et potentiellement le temps où ça peut basculer du mauvais côté avant justement d'avoir ce rendez-vous, fait que la personne peut, s'être effondrée, avoir une dépression, alors que justement elle était en temps d'attente. Et vous, comment vous vous situez par rapport à ça dans la volonté d'accueillir des personnes sans qu'il y ait trop de règles et en même temps d'avoir un minimum de règles, sinon, assez rapidement, ça part un peu partout. Enfin, je suis curieux d'avoir ton avis justement, comment vous faites par rapport à la canopée? Nous, pour le coup, c'est vraiment, les personnes quand elles arrivent, on essaye après c'est vraiment pas du tout une évaluation, c'est pas du tout une évaluation, psy, hyper objective et cetera. Mais voilà, on essaye d'évaluer, est-ce que la personne est compatible avec, une vie en communauté, en fait? On essaye de voir est-ce que genre si on la met avec un groupe, est-ce que ça va être adapté? Donc c'est vraiment des questions qu'on pose. On a vraiment essayé de voir, OK, comment faire un entretien. Donc il y a vraiment tout un guide d'entretien, mais qui est pas du tout fait par un psychiatre. En fait, il y a vraiment tout le monde peut venir, faire une demande pour la canopée. Il y a pas besoin, il y a pas de recommandation, il y a pas de on a pas besoin d'une lettre d'un psychiatre, mais on fait cet entretien à l'entrée pour voir est-ce que voilà, la personne, elle est compatible avec le côté communauté et voilà, si elle n'est pas compatible avec le côté communauté, c'est que, voilà, en fait, on pose plein de questions sur où tu en es. Est-ce que tu as besoin vraiment d'une attention toute particulière sur toi, ton histoire, où tu en es? Parce que, genre, en fait, c'est vraiment une question de place que va prendre la personne. Enfin, une personne qui a besoin d'énormément d'attention, en fait, elle n'est pas compatible avec un groupe. C'est pour ça qu'on met vraiment le nid, c'est la porte d'entrée et après il y a, le groupe, c'est plus, par la suite, quand tu es un peu plus, avancé. C'est pour ça que nous, vraiment à la Maison Perchée, notre accompagnement, il commence à un moment où la personne, elle est vraiment assez stabilisée, enfin pas assez stabilisée, mais en tout cas, voilà, elle est plus dans le moment de crise, de tumulte, quoi.
fait, c'est de dire, en fait, lorsqu'il y a besoin d'hospitalisation, bah, il y a besoin d'hospitalisation et nous, on ne peut pas prendre ça parce qu'on n'a pas les compétences, on n'a pas l'expertise et puis il y a un côté qui est vrai, c'est le fait que ça peut déstabiliser aussi le groupe et ça peut déstabiliser aussi tout le monde et c'est vrai qu'il y a ce côté, enfin, pour raconter un peu mon expérience là-dessus, ou des fois d'être trop ouvert, notamment sur ce qu'on a fait par le passé, pas mal de groupes de parole. Et en fait, moi, je sais qu'il y a eu des fois où il y avait des personnes qui avaient, hélas, des pensées suicidaires. Et donc, en fait, moi, ça me chamboulait personnellement. Et donc, peut-être que ça a aidé une personne, mais du coup, ça en détruisait trois autres. Et tu te Complètement. demandes, en fait, si jamais tu as une somme positive, quoi. C'est vraiment ça, c'est qu'en fait, dans les situations de crise suicidaire, bah, il y a un moment quand on dit genre: «Ouais, voilà, je veux pas bien», enfin la dépression par exemple dans les groupes, on en a souvent des personnes qui vont pas bien, qui ont des idées un peu négatives et cetera. Mais en fait, la crise suicidaire, le groupe n'est pas du tout aidant parce qu'en fait, la personne elle a besoin d'une telle attention qu'en fait tout le groupe va essayer de l'aider. Mais en fait et en effet, il y a une contagion émotionnelle qui est hyper forte. On est une communauté avec, nos fragilités, c'est hyper important de pouvoir préserver le groupe. Donc en fait, ça va ni aider la personne qui va pas se sentir aidée par un groupe de personnes, enfin voilà, de pères aidants, et le groupe va être aussi très impacté. Donc c'est pour ça qu'on essaye vraiment d'intervenir assez vite quand la personne est en crise pour l'isoler du groupe et pour faire diriger vers une orientation avec une aide plus individualisée. Parce que vraiment, voilà, le groupe a vraiment ses limites et doit vraiment être préservé aussi. C'est vraiment comment isoler la personne pour qu'elle ait son accompagnement individuel et qu'elle n'impacte pas le groupe. C'est pour ça qu'il y a vraiment quelque chose de co-responsabilité. C'est que bah, en fait, on est tous responsables du fait qu'à partir du moment où tu es dans cette communauté, bah, faut faire attention à tout le monde, quoi, et à soi. Ouais, Et c'est clair. Et il y a cet aspect de fragilité aussi que tu as bien évoqué, mais que en tant que père aidant, eh ben, on est aussi fragile. On a aussi ce côté où nous-mêmes, on a des moments où bah, on a des hauts et des bas et que faut vivre avec. Et compliqué à expliquer parce que de l'extérieur, enfin, je parle de moi personnellement, je peux paraître plutôt rétabli, mais il y a des moments où ouais, c'est plus dur pour X ou Y raison, où tu as moins d'énergie et autres. Et quand en fait, dans ces moments-là, il faut aussi prendre soin de soi, parce que sinon, c'est le côté où, à vouloir, entre guillemets, et donc c'est un moment où ça devient du sacrifice. Et quand ça devient du sacrifice, là, généralement, ça empire les choses pour tout le monde, parce que tu sombres avec la personne que tu essaies d'aider. bien Mais, sûr, mais, je bien sûr. suis- mais il y a vraiment ça, je trouve, dans la pérédance qui est un peu différent, on va dire, d'un professionnel de santé, même très différent, qui est ce côté de fragilité que, même si je pense qu'un professionnel, mais je crois qu'il y a même des stats sur le professionnel de santé où, hélas, il y a beaucoup de problèmes d'ailleurs, mais ça, c'est un autre sujet. Mais vraiment de prendre soin de ça. Comment vous faites justement par rapport aux pères aidants, par rapport aux personnes de la communauté, pour justement qu'ils aient ce réflexe de se protéger, de prendre du recul? Comment est-ce que vous faites par rapport à ça? Alors, en fait, déjà, j'ai mis en place très tôt des intervisions pour que tous les pères aidants, déjà, ils aient une formation, mais en fait, genre, au moins une fois par mois, voire deux, il y a des réunions où on peut parler de nos vécus, parler de comment ça se passe, enfin voilà, quel est l'écho que ça a chez moi de faire de la père aidance, comment je le vis, quelles sont les situations que je rencontre, enfin voilà. Donc il y a vraiment ce truc où on se réunit entre nous, on a des réunions fréquemment pour parler de tout ça. Donc ça, l'intervision, c'est hyper important parce que ça permet vraiment de ne pas être seul, d'avoir... Enfin voilà, on a une vraie communauté maintenant de pères aidants, on est une cinquantaine de pères aidants. C'est hyper important que la communauté soit là aussi en soutien et que la personne ne se sente pas seule. Et voilà, après, toutes les formations, toutes les réunions, on essaye beaucoup d'insister sur, OK, comment se sonder, se mettre des limites, toutes les questions de contagion émotionnelle, ce qui est moi, ce qui est l'autre, vraiment faire la distance. Moi, pendant mes études de psycho, la distance, c'est vraiment la première chose qu'on apprenait. Et en fait, ce qui est très compliqué, c'est que quand tu es psychologue, c'est entre guillemets facile de mettre de la distance parce que tu es en mode, toi, différent de moi je ne parle pas de moi, toi, tu parles de toi. Et enfin, voilà, c'est assez simple, entre guillemets, je trouve, en tant que psychologue, de dire genre, je ne suis pas concernée par cette affaire, il ne s'agit pas de moi, je t'écoute. Et il y a vraiment un truc de genre, on peut facilement mettre un masque et se mettre à distance. Dans la péridance, en fait, c'est l'inverse. Notre levier d'action, notre levier thérapeutique, entre guillemets, c'est vraiment le dévoilement, le fait de partager son vécu, le fait de faire écho entre ton vécu et le mien. Et en fait, la distance, elle est extrêmement dure à trouver.
et limite, c'est, l'absence de distance qui permet justement l'empathie. Donc en fait, c'est encore plus dur dans la paire aidance de pouvoir, trouver la bonne distance et de pouvoir se préserver. Je jongle avec ça, souvent. Je pense que plus tu es rétabli, en fait, plus il s'agit plus de toi, il s'agit d'un vécu du passé que tu proposes et que tu mets au milieu. Mais voilà, moi, par exemple, quand je fais de la paire aidance, quand je raconte mon histoire, j'ai presque plus l'impression que je parle de moi, j'ai l'impression que je parle de la Anna du passé et que c'est très à distance. Enfin, j'ai l'impression d'être, ouais, voilà, que c'est vraiment, je mets une distance, pas parce que genre je parle pas de moi, mais parce que je parle d'une Anna du passé. Je pense que ça déjà c'est vraiment, c'est ça un peu le chemin de rétablissement et c'est ça le savoir expérientiel. C'est vraiment que tu parles plus d'un vécu brut où il y a beaucoup de porosité entre moi et toi, genre putain on est dans le même bateau. C'est voilà, je te partage ce que j'ai pu vivre et c'est entre nous et on le met entre nous. Après, voilà, c'est sûr qu'il y a de la contagion émotionnelle. Ces intervisions, ça permet de dire voilà comment tu te sens, est-ce que tu as envie de faire une pause? Tu as besoin de faire une pause, mais il n'y a pas de souci, juste tu nous tiens au courant. Il y a vraiment cette flexibilité. Tu renouvelles ton engagement en fait. Tu n'es pas père aidant à vie. Il faut vraiment que ce soit un choix à chaque fois et que ce ne soit pas quelque chose que tu subis, tu vois. C'est tellement la base. On en revient toujours à la même chose, c'est prendre du plaisir dans ce que tu fais et que ça puisse t'apporter quelque chose. Et comme ça, généralement, quand t'es meilleur et que t'as envie, c'est toujours la même chose. Si t'es toujours à subir, toujours à te sacrifier, à un moment, ça craque. Et surtout, quand nous, on est concernés sur les troubles psychiques, bah, c'est pas bon que ça craque, quoi. C'est des trucs qu'il faut vraiment éviter. C'est un peu du travail sur soi qui est énorme, en fait, hein. C'est comment est-ce que je peux aider, jusqu'à quel point, à quelle limite. Et je pense que c'est un peu pour tout le monde. Nous, on est encore plus concernés parce qu'on parle de troubles psychiques, mais même pour les personnes au-delà, qui sont des proches, c'est cette réflexion de comment est-ce que je peux faire sans en subir trop les conséquences. Parce que sinon, c'est moi qui dégringole. Moi, j'en viens sincèrement à même remettre le concept des hôpitaux psychiatriques des fois un peu en cause. Parce que c'est des fois de se dire, en fait, tu mets des gens qui vont très mal ensemble et tu te dis, ça va bien se passer. Même des fois, je me dis, est-ce que la logique est bonne? Mais je ne connais pas assez le sujet, j'ai pas d'avis hyper structuré, mais je me pose la question, tu vois. C'est un peu comme les prisons. Je me dis, mais pourquoi ça fait comme ça, quoi? Ouais, ouais, non, mais c'est clair. Je pense que c'est juste qu'ils savent plus. Ils savent pas. Enfin, je vois pas comment on pourrait faire différemment. C'est sûr que ça aide pas. Enfin, moi, je sais que quand j'étais en hospice, j'étais extrêmement délirante. J'ai fait du bien à personne, je pense. Enfin, vraiment, j'étais extrêmement fragile. Je pense que j'ai. C'est sûr. Enfin, tu vois, on est au moment de fragilité le plus fort et tu mets plein de gens fragiles ensemble. C'est sûr que c'est dur, quoi. Mais je pense qu'ils savent juste pas comment faire autrement. Enfin, c'est pour ça qu'on dit que les potes que tu te fais en hospice, c'est pas vraiment des potes que tu gardes. Enfin, c'est juste que t'es compagnons de galère, quoi. Mais t'es pas vraiment. Bon, après, je dis ça, il y en a qui sont restés amis, mais après, je pense que tu peux te faire du bien dans le sens où de voir des jeunes qui sont dans la même merde que toi, genre ça peut aider. Ouais, et après, de toute façon, je pense qu'on fait partie de ce mouvement qui est de dire, en fait, le truc que tu peux faire qui a au final le plus de valeur et qui permet sur le plus long terme de gérer, c'est comment est-ce que tu gères quand ça va un peu mieux. Et qu'est-ce que tu mets en place dans ces moments-là. J'ai toujours vu ça un peu comme des créneaux où on a des opportunités et c'est ces opportunités, plus ou moins donc stabilité, euthymie ou rétablissement, ça dépend comment on appelle les choses, où en fait, ok, tu as un ticket et ce ticket en or, il va falloir le composter et c'est maintenant, et c'est maintenant qu'il faut justement mettre en place son accompagnement, rejoindre par exemple la maison perchée pour avoir une communauté d'entraide, mettre en place tout ce qu'il faut au niveau bah, potentiellement psychiatre, psychologue, médicamenteux. Enfin, après, ça dépend du contexte de chacun, mais je trouve que c'est vraiment important. Et quand tu travailles dans cette zone qui est la zone dorée, c'est là où tu as les résultats les plus exceptionnels. Enfin, je sais pas quel est ton avis, mais Oui, oui, clairement, franchement, je te rejoins. Je ne saurais pas quoi dire, quoi ajouter à ça, mais oui, oui, je suis d'accord. oh, trop Je- bien. Ce que je te propose, c'est de te poser une dernière question, qui est une question assez personnelle, et c'est si tu avais une baguette magique, qu'est-ce que tu changerais dans la santé mentale? Euh, Alors vraiment, on peut dire quelque chose d'absurde. Ouais, ah ouais, clairement, t'as le droit. Non, mais en fait, moi, ce que je trouve qui
Manque, enfin moi ce qui est là, les endroits sur lesquels j'ai vraiment envie de m'engager à l'avenir, c'est vraiment tout ce qui est, formation professionnelle de la santé. Comment faire pour qu'ils comprennent un peu plus le vécu, en fait? Et je sais pas, j'aimerais bien que genre, chaque professionnel de la santé puisse faire un stage dans la vie de quelqu'un qui a un trouble, genre, je sais pas, que genre un chef de service, il puisse genre vivre 2 secondes ce que c'est la schizophrénie ou genre vivre enfin voilà, que qu'on puisse, changer de peau, mais de la même manière que j'aimerais bien que, je sais pas, les présidents de la République, ils puissent, faire un genre 3 jours dans la vie de quelqu'un à la rue. Enfin, genre, je trouve qu'en fait, l'empathie, elle naît tellement dans, le la compréhension vraiment du vécu, quoi et qu'en fait, tant que tu es pas à la place de la personne enfin, moi, c'est vrai qu'en passant de blouse blanche à pyjama bleu, enfin, j'ai fait pas mal de stages en blouse blanche et pas mal de stages en pyjama bleu. Enfin, en fait, ce changement de position, genre, ça m'a fait tellement changer de regard. Donc, si j'avais une baguette magique, j'essaierais vraiment de que voilà, tout le monde, tous les professionnels de la santé qui sont de ce côté-là, puissent savoir qu'est-ce que c'est vraiment de vivre comme nous. Et je pense que ça permettrait vraiment de développer une bonne empathie, quoi. Ouais, c'est intéressant, on pourrait même imaginer qu'ils fassent un jour en incognito dans un hôpital psychiatrique, comme si, ils avaient un moment difficile et genre, ils sont côté patient, ils ont pas le droit de dire qu'ils sont professionnels de Ouais, santé, ouais, par exemple. mais de ouf. Mais moi, c'est comme ça que j'ai accepté ma première hospice, c'est que je me suis dit, waouh, génial, je vais pouvoir découvrir ce que c'est d'être dans la peau d'un patient, quoi. Et en fait, c'est tellement important. Enfin, c'est passionnant de passer de l'autre côté. Enfin, quand tu as vraiment expérimenté ce côté-là, c'est passionnant de passer de l'autre côté. Enfin, et ça change tout. Il y a une psychiatre qui s'appelle Anne Reva qui a fait un podcast génial sur les mots bleus, qui raconte qu'il était chef de service et qui était vraiment voilà, genre de ce côté-là de la force. Et elle a fait enfin, voilà, elle a fait une longue hospice, une mélancolie avec de la sismo à la fin, et elle est plus redevenue pareille, quoi. Elle est revenue dans la pratique, mais métamorphosée, quoi. Donc Et elle voilà, est je trouve trop que cool, c'est je l'avais rencontrée, c'était à Pop MC, je sais pas si tu l'avais ouais, vu. ouais, ouais, carrément, ouais. Ouais, Ouais, non, ouais, elle franchement, est trop stylée. elle est passionnante et je trouve que c'est vrai que ce changement de position, il est génial. Ouais, et c'est ça qui est hyper intéressant, et c'est pour ça que je trouve ça génial au niveau de la maison perchée, c'est bah, ça a été créé par des personnes concernées. Et je pense que Upstage, c'est un peu la même logique où on a vécu ce côté où on sait ce que c'est et on est Ouais, concerné. Et ça fait complètement. du bien, ça fait vraiment un vent frais qui arrive un peu avec des idées différentes parce on sait ce que c'est et on est concerné. Hein, c'est génial. Mais ce serait trop cool, tu vois, c'est une super bonne idée. Je sais pas comment on pourrait le faire, mais Franchement, enfin, moi, c'est un truc qui me tient trop à cœur. Ce que j'avais envie de faire, c'est des rencontres, genre regards croisés, où on organise, je sais pas, 10 professionnels de la santé et 10 personnes de la maison perchée ou 10 personnes concernées, et on se pose des questions. Ça peut être un peu délicat, parce que peut-être plutôt des professionnels de la santé qui posent des questions à des personnes concernées, parce qu'en fait, les professionnels de la santé, quand ils voient des personnes concernées, surtout les personnes qui travaillent, genre, je sais pas, en service de crise, en service d'urgence, ils voient que des personnes qui sont en détresse maximale. Et du coup, quand tu vois quelqu'un qui est que en crise, tu sais pas ce que c'est que cette personne soit rétablie. Donc, tu la traites, vu que tu la vois que en état second, enfin, genre, je pense qu'on les traite même pas comme des humains. Moi, je pense que j'étais tellement dans un état second que je pense que j'étais pas humanisable. Donc, je pense que, je sais pas, que les professionnels parler à des gens qui vont bien et de savoir qu'est-ce que c'est en fait quelqu'un qui vit une schismo, qu'est-ce que c'est que, enfin tu vois, je pense que c'est intéressant quoi. c'était un très beau mot de la fin. Merci beaucoup, Anna. C'était vraiment trop cool. Je Ouais, pense même qu'on pourrait continuer la conversation, mais bon, on va faire pour le mieux. Je te laisse le mot de la fin si tu veux dire un petit quelque chose. et ça me fait trop plaisir déjà de parler avec toi. Ça fait longtemps qu'on se connaît maintenant. Et je sais que Offstage et la Maison Perchée, on a les mêmes ambitions de vouloir enfin, voilà, donner la parole et aider par la pérédance. Donc c'est cool de pouvoir passer ce moment. Et mot de la fin, je pense qu'on a beaucoup de chance d'être né à cette époque dans laquelle ces projets-là sont possibles, sont valorisés et ont leur place. On a beaucoup de chance. Enfin, je suis contente qu'on soit. Enfin, c'est dans notre malchance d'être tombé malade, ce qui est vraiment dur. Voir qu'il y a des projets comme ça, il y a de la chance dans la malchance. Ouais, c'est Voilà. ça, il y a de l'espoir. Enfin, c'est un peu le mot qu'on utilisait, mais c'est clairement C'est ça. trop cool. Et ben, merci beaucoup, Anna, et puis bah, à une prochaine. À une prochaine.